Alors, on va parler des compléments alimentaires naturels. Qu'est-ce que j'appelle complément alimentaire naturel? Déjà, qu'est-ce que j'appelle complément alimentaire tout court? Donc, ça va être les plantes, les complexes en gélules, qui sont issus d'éléments, on va dire, naturels. Donc, ça va être des minéraux, des vitamines, des extraits de fruits, des extraits de graines. Euh, mais souvent, ça va être les plantes, les huiles essentielles, etc., etc. Évidemment, en hygiénisme, on considère cela comme des remèdes qui sont moins pires, je ne dis pas mieux, qui sont moins pires que l'allopathie. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bon, les compléments alimentaires, je dis que ça se substitue à des fonctions que pourra accomplir l'organisme avec une alimentation équilibrée. Si on vient prendre ça pour des carences nutritionnelles, si on vient prendre ça pour un équilibre hormonal, si on vient prendre ça pour des états inflammatoires, il y a peu de situations pour lesquelles on a recours à ces compléments alimentaires que l'alimentation, la non-alimentation ou l'hygiène de vie équilibrée ne viendrait pas résoudre. Ça, c'est un premier postulat. Mais, bon, c'est un business qui est aujourd'hui colossal, dans lequel s'engouffrent les labos pharmaceutiques classiques. Et donc, vous voyez les rayons parapharmacie qui en sont remplis, les trousses à pharmacie des gens, pareil, les rayons des magasins bio et diététiques qui sont remplis avec des vendeurs spécialisés généralement, et puis avec un complément qui est créé pour chaque petit symptôme bobo. Que ça aille du petit bouton, aux cheveux gras, aux cheveux secs, aux ongles cassants, vous aurez vos compléments alimentaires, les douleurs digestives, les ballonnements, les gaz, les reflux gastriques, les douleurs hépatiques, que sais-je, les troubles urinaires. Vous aurez toute une palanquée de compléments alimentaires à des prix plus ou moins élevés, selon qu'en fait que la qualité de travail soit bien faite, que les principes actifs soient concentrés ou que le marketing coûte beaucoup d'argent. Voilà, une petite précision quand même, c'est que en disant complément alimentaire naturel, on a l'idée fausse que ce qui est naturel est forcément sans danger. Et on se retrouve avec des cas d'urgence de plus en plus fréquents d'hospitalisation dus à de mauvais usages des compléments alimentaires, notamment des huiles essentielles, notamment au niveau cutané et ingestion. Par exemple, beaucoup de gens se disent, tiens, de l'huile essentielle dans le bain. Alors ils disent, bon, 2 gouttes, c'est pas grand-chose, 2 gouttes, on ne peut pas penser que... Donc on baigne le petit flacon, là, qui fait 1 centilitre, et on est brûlé au 2e degré au niveau des muqueuses, des parties intimes en général, et on va se faire hospitaliser. Ou alors, quand on met juste une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée ou une goutte d'huile essentielle de romarin à ingérer. Alors déjà, moi je trouve assez bizarre qu'on recommande d'ingérer des huiles essentielles. Donc, par exemple, Jean Valnet, qui est un des pères de l'aromathérapie, dans toute sa littérature n'a jamais recommandé une seule micro-goutte à ingérer. C'était soit inhalation, soit massage cutané. Et bien vous avez des personnes qui vont vous prendre 5, 10, 15 gouttes en pensant que plus on en met, plus on aura d'effet. Donc ils se brûlent l'œsophage, ils se font des trous dans l'estomac, et donc là, pareil, hospitalisation d'urgence. Donc il faut bien expliquer que c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Il suffit d'aller dans la forêt, de prendre un amanite phalloïde, de le manger pour se rendre compte que ce que la nature offre, c'est pas forcément toujours bon. Et donc voilà, il ne faut pas avoir une vision manichéenne simpliste de c'est naturel, c'est bon, et c'est un complément naturel, ça ne va pas faire de déséquilibre. Eh bien évidemment si, à quel point c'est concentré, à quel point c'est assimilable, à quel point ça va être antagoniste avec d'autres processus physiologiques, etc., etc., etc. Donc il ne s'agit pas ici de débattre à proprement parler ou d'être contre les compléments alimentaires, je dis juste facteur de prudence. Donc il faut savoir qui le conseille, pour quelle raison, pour quelle durée et comment on le fait. Voilà, c'est déjà de mettre un facteur de prudence, de ne pas avoir d'emballement comme peut y avoir dans les médias. Hein. Vous ouvrez des petits magazines santé ou des petits magazines féminins, vous aurez le petit complément alimentaire minceur, le petit truc pour le bêta-carotène, etc., etc. Ou pour la carence en fer, vous aurez plein de fois l'occasion.
Nous allons plutôt voir, du coup, quelque chose de plus sécurisant, qui sont les compléments alimentaires, j'appelle naturels. Donc, complets qui sont offerts de manière complète par la nature et que nous allons intégrer, en fait, dans notre alimentation. Tout simplement. Nous n'allons pas consommer des compléments alimentaires, nous allons manger des aliments au principe actif fort, ce qui est différent. Ce qu'on pourrait appeler super aliments, si on veut. Donc ça peut être on peut classer ça dans les super aliments, mais je n'aime pas parce que ça ferait une catégorie. De mon point de vue, la santé s'obtient avec le plus large éventail possible d'aliments. Ce qui évite d'avoir une alimentation restreinte et puis de devoir aller piocher sur les compléments. Alors la première catégorie d'aliments que je trouve très bien et qui font office de compléments alimentaires presque, sont les aliments lactofermentés. Alors les aliments lactofermentés, je ne vais pas détailler parce que j'ai une conférence d'1 h 30 dessus, mais c'est déjà de dire que en fait ce sont de véritables probiotiques. Ce sont des aliments crus qui peuvent être consommés aussi par les gens qui ne pourraient pas tolérer les aliments crus au niveau des intestins, puisque les fibres sont ramollies. Leur pouvoir nutritionnel, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, ont été multipliés par le processus de fermentation lactique. Et il y a même des nouveaux nutriments qui sont apparus, notamment la B12, par exemple, puisque c'est une vitamine qui est notamment d'origine bactérienne. Donc avec un développement bactérien, il y a une génération de B12. Alors qu'est-ce qu'on peut faire lactofermenté? On a tous en tête les légumes, le chou, la choucroute, et puis tout ce qu'on peut trouver aussi dans le commerce, c'est des légumes lactofermentés généralement pasteurisés, donc c'est dommage, mais c'est pour le conditionnement. Donc vous aurez des carottes, du céleri, de la betterave, voilà, toute quantité du radis, tout ça, vous pouvez trouver lactofermenté. Mais vous pouvez aussi trouver faire les lactofermentations vous-même, mais vous faire lactofermenter des céréales et des légumineuses. Par exemple, pour les dosas indiens. Donc là, on peut faire lactofermenter du riz et des lentilles corail. Donc ça, je vous laisse aller vous renseigner sur les recettes, ce qui permet d'enlever des antinutriments, les inhibiteurs d'enzymes, d'augmenter le potentiel digestif, vous scindez les chaînes d'amidon en sucre simple, etc., etc. Et donc, vous avez des propriétés bactériennes, vous réensemencez votre flore intestinale, comme si vous preniez des probiotiques. Sauf que là, ils sont gratuits, naturels, et créés par vous-même. L'intérêt de tout ce qu'on va voir, c'est que nous allons fabriquer nous-mêmes nos compléments alimentaires. Et puis vous avez, donc là ce sont les aliments solides, donc les légumes, vous pouvez lactofermenter les fruits. Voilà, vous faites pareil avec un peu de sel, 1 gramme de sel par litre d'eau, et puis vous faites une espèce de saumure allégée avec vos végétaux, donc vous pouvez le faire avec les céréales, et vous pouvez le faire avec les boissons, type kéfir, kombucha, voire même les jus lactofermentés. Alors, vous en trouvez dans le commerce, mais pareil, ils sont pasteurisés, mais vous pouvez faire lactofermenter vos jus également. Donc le kéfir, c'est très simple à faire, on prenez des grains, mais je crois que j'ai, pareil, la causerie sur la lactofermentation, je ne développe pas trop, parce qu'encore une fois, j'ai une causerie dédiée. Kombucha, voilà, il y en a un, c'est plus bactérien, l'autre, c'est des levures. Il faut développer ça. Donc, à quelle quantité on peut en prendre? Toujours pareil, c'est en petite quantité, vu qu'il y a beaucoup d'acide lactique, ce sont des éléments acidifiants. Ça acidifie l'organisme par la présence très forte d'acide lactique. Et ça peut déséquilibrer, avec une trop forte quantité, le milieu intestinal, le pH intestinal. Mais on peut prendre 2 cuillères à soupe de légumes lactofermentés aux 2 repas de la journée. On peut prendre 1 ou 2 verres de kéfir, 1 ou 2 verres de kombucha, 1 verre de jus lactofermenté, et puis se faire des petites galettes de dosa indien avec fermentation, sans souci. Et de toute façon, des éléments acidifiants, il en faut aussi. Mais dans le mode de vie qu'on a, qui est très acidifiant au sens large, pas que sur l'alimentation, il faut y aller mollo, sinon il y a un déséquilibre acido-basique. Deuxième complément alimentaire que nous pouvons créer, les graines germées. Donc là pareil, je ne vais pas détailler parce que j'ai déjà fait une conférence il y a 4 ans sur qui est enregistrée sur jus et graines germées, compléments alimentaires naturels. Donc les graines germées, ce sont des graines avec beaucoup d'inhibiteurs d'enzymes dont on tire très peu de nutriments, quelles que soient les graines. Et puis dès l'instant qu'on va les faire tremper, on va les faire sortir de leur phase de dormance. Et on va multiplier les facteurs nutritionnels, diminuer les facteurs antinutritionnels,
Scinder les protéines en acides aminés simples, scinder les amidons complexes en plus ou moins complexes en sucre simple. Donc ce sont des aliments prédigérés et qui sont des bombes nutritionnelles. Pourquoi? Parce qu'on fait exploser les vitamines et les minéraux simplement par le fait de les faire tremper. Donc vous avez l'alfalfa qui est une des plus riches, vous avez le tournesol qui est très riche, vous avez le fenugrec, voilà, ce sont 3 graines qui sont pour moi très bien, les lentilles. Et je les mets en haut de la liste parce qu'elles sont aussi très simples à faire germer. Donc il y a peu de chances d'avoir des échecs. Donc vous pareil, hein, vous en mettez 2-3 cuillères à soupe dans vos crudités par exemple. Et d'en mettre trop, il faut faire attention parce que les cosses des graines germées sont très dures, donc ça peut faire un peu des douleurs gastriques. Donc voilà, ou alors on les passe en jus, ou alors on coupe l'écosse et on garde que la pousse, enfin voilà, selon le stade où on prend les graines germées. Donc les graines germées, c'est un super aliment qui est un complément alimentaire, et selon les propriétés nutritionnelles qu'on aura, vous pourrez les mettre pour combler tel ou tel besoin en fer, en vitamine du groupe B, etc., en vitamine C, etc. Donc ça pareil, vous trouvez facilement des tableaux sur Internet de valeur nutritionnelle des graines. Et il y a un superbe livre de la naturopathe suisse Ludmila de Bardot qui catégorise les graines germées graine par graine et qui fait une fiche descriptive pour chacun d'eux et où elle donne les principes nutritionnels, les temps de trempage, etc. C'est un superbe livre. Troisième type de complément alimentaire, les jus de légumes. Alors, je dis jus de légumes plutôt que jus de fruits parce que là on est dans le sucre avec les jus de fruits, donc hormis le plaisir, il n'y a pas d'intérêt, au contraire, on va faire péter le taux de glycémie dans le sang. Donc je ne vais pas en parler parce que là on est sur des compléments alimentaires, donc chose plutôt santé et pas plaisir. Encore que les deux peuvent se marier, mais pour le coup les jus de fruits n'amènent rien au niveau santé. Donc plutôt les légumes. Alors, on peut mettre un quart, un cinquième de fruits dans ces jus de légumes pour le goût. Donc ça va être surtout les verdures, les feuilles vertes, par exemple le chou kale, enfin tous les types de choux, le chou vert, le chou frisé, les pousses d'épinards, les salades, le céleri, etc., etc. Donc ça, avec des principes nutritionnels très forts, bourrés de chlorophylle, de vitamines du groupe B, d'acides aminés et de minéraux. Donc là, quand on dit comment se reminéraliser, comment combler une carence en fer, comment détoxifier, les jus verts. Quelle quantité? Toujours pareil, c'est individuel, mais là c'est très peu, hein. Un tiers de verre avant les deux repas principaux, c'est déjà très bien. C'est vraiment des gros shoots de légumes. Alors vous pouvez faire les jus de concombre, les jus de carottes. Là je donne la référence d'un ouvrage qui est celui de Norman Walker, La santé par les jus frais, où je parle des jus, des quantités, les fruits, les légumes à mettre, etc. Il ne fait même pathologie par pathologie, c'est intéressant. Vous avez qui d'autre qui a fait un livre j'ai plus son nom, un américain, j'ai plus son nom. C'est Mr. Juiceman, c'est son surnom. Je sais plus. Enfin voilà, ça n'a pas été traduit en français d'ailleurs. Vous avez quelques livres sinon de recettes de jus. Alors après c'est plus ou moins heureux parce que c'est plutôt des recettes goût. Et donc là on perd peut-être l'aspect santé. Mais ça expérimenter, partir déjà de celui de Norman Walker par exemple, et puis de tester, puis de se dire attention aux quantités, parce qu'évidemment, comme toute chose très forte et très concentrée, il y a des limites. Et puis sinon, après on peut avoir des déséquilibres au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, de trop fortes réactions de détoxination sur le pancréas, sur la vésicule ou sur le foie, ou sur les reins, donc mollo. Mais par contre, au niveau de la concentration nutritionnelle, pour moi, ce sont de vrais compléments alimentaires. Les jus, et ils devraient être pris comme ça. Pas en tant que substitut de repas, pas en tant que substitut d'aliments, mais en tant que complément. Donc ce sont des choses qu'on ramène en plus d'une alimentation déjà bien équilibrée. On parsème les jus de légumes comme on parsème les aliments lactofermentés, comme on parsème les graines germées. Dans la lignée des jus de légumes, il y a les jus d'herbe. Alors les jus d'herbe, on les doit à Anne Wigmore, qui est une pionnière américaine, qui a eu des centres de soins en Costa Rica, dont les travaux ont été repris par l'Institut Hippocrate en Floride, par le docteur Brian Clement. Et donc elle a été pionnière dans les jus d'herbe de blé, mais aussi sur les jus d'herbe d'orge, les jus d'herbe d'avoine, les jus d'herbe d'épeautre. Donc là, ce sont les jeunes pousses
céréalière qu'on coupe, qu'on met dans un extracteur à jus, généralement manuel, et dont on se fait des tout petits shooters. Parce que c'est hyper concentré en chlorophylle, c'est de la vie. Hein. Avant qu'il y ait un épi, une pousse. Et là, vous pouvez faire, si vous le faites vous-même, moi j'arrive à faire 3 pouces, par exemple. Donc la pousse, l'herbe de blé sort, je coupe une première fois, ça repousse, je coupe une deuxième fois, ça repousse, je coupe une troisième fois, puis après, bon, il n'y a plus grand-chose, quoi. Et donc je fais ça sur une table de culture avec de la terre, et puis après on retourne, ça permet de refaire du bon terreau. Mais des tout petits shooters, parce que là, au niveau nutritionnel, c'est très, 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 très fort. Si on parle de compléments alimentaires, on peut même dire, par exemple, à l'Institut Hippocrate, eux, ils le font même en implant rectal, pour que ça soit digéré. Parce qu'il y a des gens qui ont des systèmes digestifs graves, généralement brûlés par la chimiothérapie. C'est une clinique à l'Institut Hippocrate où on prend des gens, bon, il y a des gens voilà, du showbiz qui viennent se faire une cure, c'est très cher, hein, mais vous avez aussi des gens vraiment en rupture médicale, on va dire. Et donc, il y a des préconisés aussi pour que le jus puisse être pris, pour donner tout l'étendue. Ça peut être par capillarité. Il m'est arrivé de recommander pour des très jeunes bébés, qui avaient même moins d'un mois, qui avaient des douleurs gastriques très fortes, des compresses de jus d'herbe au niveau de l'estomac. C'est tellement poreux, la peau des bébés, que ça passait par capillarité. Bref, et donc là, vous avez beaucoup de chlorophylle, beaucoup de minéraux, puis il y a des gros principes de détox, donc ce sont des petits shooters qu'on va se faire. Alors, les jus de légumes, les jus d'herbe, enfin les jus d'herbe plutôt, vous allez les trouver aussi en poudre. C'est poudre de jus d'herbe, ça vous en trouvez en magasin. Alors là, c'est un vrai complément, où là, on est sur de la poudre. C'est du jus qu'on a lyophilisé. Hein. Évidemment, c'est toujours mieux de faire frais. Et le but, là, c'est de dire, quand je dis complément alimentaire naturel, c'est ceux qu'on va être en capacité de créer nous-mêmes. Mais je conseille quand même l'extracteur manuel plutôt que l'extracteur ou la centrifugeuse, parce qu'il y aura un bien meilleur rendement, et il faut déjà des grosses quantités pour faire un tout petit peu de jus, parce que c'est très fibreux, l'herbe. Donc il y a peu de rendement. Donc à l'extracteur manuel en inox, je cite la marque, hein, Davidson par exemple, vous aurez un très bon rendement. Ensuite les algues. Alors les algues, ça c'est un de mes compléments alimentaires favoris, parce que c'est très bon, j'adore les algues. Alors les hygiénistes, certains hygiénistes vont dire que ça ne fait pas partie de l'alimentation hygiéniste parce que l'homme n'est pas aquatique. Moi je pense que l'homme peut être aquatique, simplement par l'observation du phénomène de blood shift. Bon, ça je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dès l'instant qu'on immerge un corps humain dans l'eau, mais à la fraction de seconde, les alvéoles pulmonaires se dilatent pour ne pas être comprimés par la pression qu'il y a sous l'eau, hein, les barres. Et donc, s'il y a ce mécanisme de protection, c'est que nous sommes adaptés. Sinon, on ne l'aurait pas. On peut faire de l'apnée, on peut aller très profond. Sinon, voilà, on peut aller jusqu'à 120 mètres voilà, à la palme. Ça, c'est le record mondial. On peut aller plus profond avec une gueuse, etc. Donc, je ne vais pas faire ici l'éloge de l'homme aquatique, mais de dire que pour moi, les algues ont toute leur place dans l'alimentation physiologique et hygiéniste humaine. C'est clair et net. Et ça vient combler beaucoup de manques, notamment en iode. La plupart de la population française est carencée en iode. Alors bien sûr, il y en a dans les aliacées, dans les échalotes, dans les ails, dans les oignons un petit peu. Ça dépend où ça a poussé. Hein. Il faut qu'il y ait une terre quand même un peu fertile. Et donc, eh bien, les algues viennent combler déjà ce manque d'iode, qui crée de gros problèmes de santé. Et puis surtout les minéraux. Parce que vous avez tous les minéraux possibles, puisqu'elles pompent, elles filtrent l'eau de mer. Alors, vous allez trouver tout ce qui se trouve dans l'eau de mer. Donc on dit, ouais, mais les métaux lourds. Non, parce que la chance, c'est que les fibres des algues charrient les métaux lourds. Donc c'est même des détoxifiants. Donc quand vous en prenez, vous vous détoxifiez aussi. Vous ne captez pas ceux qui sont dedans, puisqu'ils restent enfibrés, et vous allez chélater ceux qui sont dans le système digestif. Vous n'allez pas extraire ceux qui sont au niveau intracellulaire, ça c'est pas possible. Par contre, ceux qui pourraient passer, imaginons que vous avez des petites évaporations au niveau des amalgames dentaires que vous avez, ou alors vous consommez des choses,
où il y a des métaux lourds, il y aura des principes chélateurs dans ces fibres-là. Et donc, quelles sont les algues à consommer? Les algues de mer fraîches, ça peut être la dulse, les haricots de mer, la laitue de mer, le wakame, enfin voilà. Vous les trouvez en vente libre au rayon frais de certains magasins biologiques ou dans les magasins asiatiques. Puis vous pouvez en commander en ligne aussi. Vous avez aussi des algues de mer sèches, comme le wakame ou le nori, dont on se sert pour faire les makis. Et vous en trouvez également en paillettes, sous forme de salade du pêcheur ou de haricots de mer. Et puis voilà. Le problème quand elles sont sèches, c'est que l'iode, c'est un minéral qui s'évapore. Donc une fois qu'on l'a fait sécher, il n'y en a plus. Donc si on cherche de l'iode dans les algues sèches, on n'en trouvera pas. Alors vous n'avez pas que les algues de mer, il y a aussi des micro-algues d'eau douce, comme la spiruline, la chlorella, l'algue bleue ou l'algue clamate. Donc ça, c'est vendu dans le commerce sous forme de poudre, de comprimé ou de paillettes. Mais là, on est vraiment dans le complément. Donc je le cite pour le citer, mais je préfère parler des algues de mer qui sont des vrais aliments complets. Alors on pourrait dire, oui, mais on prend l'algue en paillettes spiruline, on peut parsemer, oui, mais vous voyez que le geste n'est pas le même. Donc je préfère insister sur les algues d'eau de mer. Après, on est plus dans le complément alimentaire thérapeutique de prendre de la spiruline et de la chlorella pour venir chercher une détoxification ou un renforcement sur une faiblesse, mais on n'est pas sur un équilibre, on est sur un ajout fort. Ce qui n'est pas mauvais, hein, mais ce qui n'est pas le propos de ce qu'on essaie de traiter ici. Donc voilà pour les algues. Les champignons aussi. Alors les champignons, pas n'importe lesquels. Bon, malheureusement, ce seront des champignons exotiques, généralement des champignons chinois. Ça va être le cas, le plus connu, c'est le shiitake. Alors on peut en faire pousser partout en France, du shiitake, mais je dis n'importe quel champignon, n'importe quelle région. Vous avez aussi le maitake et le reishi, qui sont des champignons très forts, qui sont même considérés comme adaptogènes, donc avec une influence sur le système neuro-endocrinien. Voilà, mais moi je les classe comme vraiment compléments alimentaires naturels, pour faire gaffe la quantité, le système digestif, où ça a poussé, etc. etc. Je pense qu'il y en a bien d'autres, je citais 3 principaux. Alors après, quand vous allez dans le 13e arrondissement à Paris, dans les officines asiatiques, vous voyez des champignons, des monstres là qui font 50 cm², là on se demande ce que c'est. Alors c'est presque des champignons médicinaux. Enfin, moi je m'y connais pas assez, je ne suis pas mycologue du tout, je ne suis pas un grand fan spécialement des champignons, mais bon, là j'en présente. On mange de temps en temps, mais on en parle peu d'ailleurs, les champignons. Dans l'hygiénisme, on en parle peu, je dirais même dans l'alimentation naturelle, on en parle assez peu. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, j'en mange peu, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne suis pas spontanément attiré. Quand j'en mange, en fait, c'est souvent quand il y a des amis puis que je veux faire quelque chose avec une saveur particulière. Spontanément, j'en mange peu et je vois peu de personnes qui en mangent beaucoup. Ça va être souvent les gens qui en mangent, ce sont les promeneurs en forêt qui ont été initiés à la mycologie par quelqu'un de leur famille ou un ami. C'est souvent comme ça, mais c'est rarement spontané. Et même dans les magasins, ça se voit un petit peu, mais c'est pas énorme. Je dirais de toute façon facteur de prudence sur la cueillette parce que les sols sont extrêmement pollués. Par exemple, là où en Franche-Comté, on sait Alsace-Franche-Comté, Lorraine, avec Tchernobyl, on a vu des cas de contamination très forts sur les sangliers qui raffolent de champignons. Donc ce sont des concentrateurs, les champignons. Ce sont des extrêmes concentrateurs environnementaux en tout. Et là, c'est pas comme les algues, là, ça ne draine pas dans les fibres. Très présent dans les fibres. Donc il y a beaucoup d'acides aminés, il y a des minéraux. Quand on s'intéresse un petit peu à l'Ayurveda, à la médecine chinoise, on va se rendre compte que c'est un aliment humide qui pousse à l'ombre. Donc du coup, énergétiquement, c'est pas puissant. Après, c'est libre à chacun. Si on est attiré instinctivement par les champignons, faut aller sur les champignons. Puis quand même, ça a des propriétés. Donc voilà. Je ne me positionnerai pas dessus parce que en fait, j'y connais pas grand-chose. Mais par contre, je sais que ça pousse sur un sol qui n'est pas mauvais et que si c'est cultivé dans des caves, faut que ça soit pris évidemment de manière biologique. Évidemment, si on parle de compléments alimentaires naturels, on ne peut pas faire l'écueil de zapper les plantes sauvages. Alors les plantes sauvages, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une causerie qui s'appelle plantes sauvages et algues. Font-elles partie de l'alimentation hygiéniste? Donc pour moi, oui.
puisque si nous sommes hygiénistes, si nous sommes des humains, nous évoluons dans un environnement humain, c'est-à-dire la nature qui est à proximité. Il s'agit juste de sortir de sa maison pour voir que le parterre fleurit de plantains, de pissenlits, d'orties, de chicorées, voilà, de toutes ces choses-là. On a juste à se baisser à les prendre, comme on se baisse et on prend le romarin, le thym, le persil, la ciboulette, la coriandre, le basilic ou que sais-je. Pour moi, c'est le même acte. Et c'est pas aromatique, c'est juste en fait, ce sont des choses qui ont des principes actifs très forts, qui ont généralement de l'amertume. Des fois, on va être attiré, mais la quantité va être limitée par le goût. Et bien, c'est très bien. Parce que derrière, des principes actifs concentrés, on n'a pas besoin de beaucoup puisqu'ils sont concentrés. Donc, ça sera très riche, les plantes sauvages, en acides aminés, en minéraux, en fibres. Donc, ça va bien nettoyer les intestins. Je pense au plantain, par exemple, à plein d'autres. Et puis, ça va pousser sur des sols qui sont non travaillés, non traités. Donc, on prend dans les sous-bois, dans les talus, vous en prenez partout. Si on accepte de manger des champignons, pourquoi on devrait refuser les plantes sauvages? Si on accepte de manger des mûres, des fraises des bois, des asperges sauvages, pourquoi on refuserait de prendre des plantes sauvages? Parce qu'on fait des catégories dans les aliments. Ça, c'est une plante, ça, c'est une plante aromatique, ça, c'est une plante sauvage, ça, c'est une plante médicinale. Ah ben d'accord. Alors pourquoi catégoriser? Ce qui est à portée du vivant et ce qui est vivant et ce qui amène de la vie doit être considéré en tant que tel. Après, on va faire des hiérarchies aussi dans les légumes, dans les trucs. Ça, c'est les légumes de guerre, ça, c'est les légumes nobles, ça, c'est les légumes... Ça, ce sont des prismes culturels. Et donc, culturellement, par exemple, quand on parle de l'alimentation crétoise, on oublie évidemment de citer les plantes sauvages. Ça ne fait pas rêver, et surtout, ça ne fait pas vendre. Le régime crétois, c'est énormément les plantes sauvages. Parce que quand on vit sur une île, on est opportuniste sur son environnement. Et dans le régime crétois, vous avez aussi le jeûne, parce que sur une île, des fois, il n'y a plus trop de ressources. Et on jeûne. Et vous avez aussi beaucoup les escargots. Donc je ne prends pas ici la consommation d'escargots, mais on sait que c'est bourré de collagène. Vous avez des compléments alimentaires, pour le coup, vendus avec de la bave d'escargot, ça reconstitue le cartilage, ça reconstitue la peau. C'est merveilleux, regardez, il y en a plein les magazines. Et donc, forcément, si les Crétois mangent beaucoup de plantes sauvages, jeunes mangent des escargots, on va essayer quand même de nous fourguer l'huile d'olive. Et les courgettes et le poisson. Bon, c'est comme ça. Mais ce n'est pas véridique, ce n'est pas authentique. Et puis le Crétois, il est au soleil, au grand air, à faire son jardin individuel et à marcher beaucoup. Mais c'est l'huile d'olive. Après les plantes sauvages, le niveau supérieur des principes actifs des plantes sauvages sont les plantes adaptogènes que j'ai déjà évoquées avec les champignons. Alors, les plantes adaptogènes, ce sont... j'ai prévu de faire une causerie, ça fait 2 ans que j'en parle. J'ai un cours que je donne à des étudiants en naturopathie qui est prêt, mais il faut que je synthétise, il faut que je vulgarise plus. Il faut que je prenne le temps. En quelques mots, pareil, c'est neuro-endocrino-immunomodulatrice. Plante adaptogène. C'est un peu tout ce verbiage-là. Donc ça touche sur la sphère neuro-endocrinienne et le système immunitaire. C'est équilibrant, c'est-à-dire que ça ne va pas... beaucoup de plantes prennent de l'énergie du corps pour diriger un endroit. Les plantes adaptogènes, non. Elles augmentent l'énergie au niveau du système nerveux et ensuite déclenchent leur principe actif. Donc ce sont des plantes dites respectueuses. Bon, alors c'est un peu compliqué à expliquer, donc je vais passer, j'espère faire ma causerie outre, on peut chercher. Alors il y en a plein des très connus. On va plutôt parler de celles qui sont alimentaires, proches de chez nous. Alors ça va être l'argousier. On en trouve à partir du centre de la France, dans le Midi, l'argousier, le sureau noir, l'échinacée, la cérola, le romarin, l'ail, sont des plantes adaptogènes. Et puis, de manière plus exotique, sont connues évidemment, vous avez le ginseng, vous avez l'ashwagandha, la rhodiola, l'éleutérocoque, l'astragale. Donc ce sont des plantes sibériennes ou chinoises. En fait, c'est parce que c'est simplement là-bas qu'on les a étudiées, mais on en a en France. Vous avez aussi la maca en Amérique du Sud. Donc on est toujours prompt à étudier
ce qui vient de l'étranger, parce que ça va nous paraître incroyable, hein, c'est pour ça que les gens se ruent sur les baies de goji à 80 € le kilo, en oubliant que de se faire un jus d'herbe, on aura les mêmes principes actifs. Mais de l'herbe de blé qu'on pourrait faire pousser gratuitement chez soi, c'est moins excitant que la petite graine qui a été cueillie au Tibet, là, sur les plateaux, qui nous semble si intéressante. Il faut juste faire des éléments de comparaison nutritionnelle, puis on se rend compte. Oui, en France, nous avons aussi quelques richesses. L'ail, les herbes, le romarin, pour moi, ce sont des éléments culinaires, donc là on va être dans le plaisir, spectaculaires au niveau santé. Et quand on me dit toujours, les vieux, bah oui, les vieux, ils bourraient d'oignons leur plat, ils bourraient d'ail, ils faisaient de l'ail noir aussi fermenté, ils bourraient de romarin, de persil. Alors le persil, c'est un super minéralisant, c'est un super anti-anémiant, c'est un super nettoyant des reins. Le romarin, c'est un détoxifiant du foie, c'est hyper revitalisant. Le thym, c'est un antiseptique. L'ail, c'est un antiseptique, c'est un anti-levure, un antifongique. L'oignon, pareil. Et en plus, on sait très bien que depuis les cas de peste, quand les gens avaient des oignons coupés dans leur maison, ils n'avaient pas de la peste parce que ça détruit tout ce qui est bactérien. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, on ne va pas dire, alors est-ce que, parce qu'il y a des hygiénistes qui disent, non, là, ça a des propriétés thérapeutiques, ça c'est plus un aliment, il ne faut pas en prendre. On vire tous les aliments ont des propriétés thérapeutiques. Donc là, il faut virer de l'oignon, l'ail, le romarin, des choses comme ça. Et il faut en prendre, cru, à la quantité tolérée par le corps et demandée par le corps. Et il y a des fois où je mange des gousses d'ail comme des bonbons. Elle ne me pique pas. Et il y a d'autres jours, le même sur la même tête, ça va me brûler la langue. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour où l'instinct est porté à cela et ça passe, et il y a un jour où c'est ma tête et mon plaisir qui y va, et mon instinct n'est pas d'accord et m'envoie un signal très fort au niveau de mes papilles. En dernière catégorie, on pourrait rajouter les produits de la ruche. Alors, je la mets en dernier parce que idéologiquement, j'ai un problème à parler des produits de la ruche, parce que forcément, on bénéficie du fruit du travail et ou de l'exploitation des abeilles. Parce que forcément, les produits de la ruche sont l'aliment des abeilles. Et extraire tout ou partie de leur alimentation mène à leur déséquilibre, voire à leur mort. Et on a plus un problème de gestion de la vie des abeilles qu'autre chose aujourd'hui, où ça devient problématique, si ce n'est catastrophique. Mais on va dire par honnêteté intellectuelle, je vais en parler. Et puis je dirais, il est quand même possible, est-ce qu'il n'est pas possible de travailler de manière collaborative avec les abeilles? Alors là, je ne dis pas ça pour arranger ma conscience, parce que je ne fais pas d'apiculture, mais ça serait de dire de jouer donnant-donnant avec les abeilles. Bon, après, je ne sais pas communiquer avec les abeilles, mais là, je n'amène que des réflexions théoriques à celui qui aurait cette finesse-là, au moins de l'esprit. Et peut-être des actes. Et donc, quels sont les produits de la ruche? Eh bien, vous avez le miel, évidemment. Vous avez aussi la propolis. Et puis, il y a également la cire d'abeille. Voilà, c'est trois choses. Alors, le miel. Évidemment, personne ne vous dira qu'il n'aime pas le miel. C'est du sucre. Alors, je ne connais pas de personne qui aime le miel, parce que tout le monde aime le sucre. Le miel, combien de temps ça peut se stocker? Je dirais, ça survivra sans doute à l'humanité, le miel qui est stocké. C'est antiseptique. Donc, quand vous voyez une date de péremption, par exemple là, je n'achète jamais de miel, mais j'en ai acheté la semaine dernière. Parce que dans le magasin bio où je vais, vous avez les trucs à 50% qui vont être jetés, avec les dates de péremption. Sauf qu'il y a des choses avec les dates de péremption où c'est ridicule, c'est simplement législatif. Donc, je vois du miel cru, miel cru en plus, qui est vendu parce que la date de consommation était dépassée, puis il avait passé à la poubelle. Donc, je préfère faire la poubelle. Je préfère que mon estomac fasse la poubelle. Que mon estomac ou ma peau. On va venir direct. Pour moi, le miel, si on parle de complément alimentaire, c'est un médicament très puissant. Donc, je ne sais combien de patients qui ont des difficultés à la cicatrisation, notamment sur les furoncles, sur les abcès, où on doit leur mettre des mèches, des petits drains.
Comme ça, l'infirmier passe tous les matins, depuis des mois, les gens vont pas au travail, donc je vous laisse imaginer le trou de la sécu. Mais c'est un charlatan naturopathe comme moi qui, au bout de 4 jours, viendra à la cicatrisation en disant simplement quoi? Tu mets une demi-cuillère à café de miel de thym dans le trou béant de ton infection, tu mets une petite compresse et c'est fini. Et en effet, c'est fini. Alors, ça marche. Et sur une plaie, alors vous voyez, là, il y a l'hôpital de Lyon, sur des ulcères variqueux, il coule du miel dans la plaie béante. Ça ronge les chairs mortes et ça cicatrise. Fantastique. Même chose avec les termites, hein, entre parenthèses. On soigne avec les termites qui mangent toutes les chairs mortes et qui laissent les chairs saines. Donc on sait faire ça. On sait, c'est protocolisé, et vous avez des ordonnances de CHU qui vous demandent d'aller acheter du miel de thym biologique. Donc les personnes se soignent de graves escarres pour un petit pot à 8 euros. Donc on le sait. Donc pour moi, le miel a cette action-ci, complément alimentaire. Donc vous voyez bien qu'on n'est plus sur une consommation alimentaire. Regardez les milliers de tonnes qu'on va consommer chaque année. Il n'y a pas un rayon dans n'importe quelle épicerie ou supermarché où vous soyez en France qui ne contient pas des pots de miel. Mais toutes ces abeilles, elles produisent le miel pour elles-mêmes, c'est leur réserve énergétique pour notre intérêt à nous de polliniser. S'il n'y a pas de pollinisation, c'est le déclin de l'humanité total. Et donc voilà pourquoi j'ai une difficulté à présenter de manière poussée cela. La propolis ou la gelée royale, on en prend, on fait des cures. Si l'abeille reine fait 40 fois la taille des autres abeilles, c'est parce qu'elle consomme de la gelée royale. Alors évidemment que si on en prend, c'est un super aliment, parce que c'est bourré de principes nutritionnels. La propolis, c'est pareil au niveau de la flore intestinale, etc. C'est la même chose. Et puis la cire, là on va plutôt l'utiliser en usage externe. Moi je fais de la wax argile avec, des trucs. Voilà. La cire, ça c'est encore autre chose. Alors parce que même en bio, les apiculteurs vont prendre la totalité, vont balancer du sucre, hein, et puis les abeilles vont manger du sucre. Elles vont atteindre les mêmes pathologies que les humains, elles vont dégénérer, alors, pour ça on met, à raison, hein, le déclin des abeilles sur les pesticides, etc., qui touchent le système nerveux, elles perdent leur en rotation, les pesticides et insecticides surtout, elles vont perdre leur chemin de la ruche, elles vont se perdre, elles vont mourir dans des coins, droite à gauche, ou alors mourir dans leur, dans les clayettes, là, je ne sais plus comment, ça s'appelle dans les ruches. Mais il y a aussi le fait que les apiculteurs mettent du sucre raffiné. Et vous donnez du sucre raffiné à un humain, il va claquer aussi, il va dégénérer, il va mourir précocement, puis il va dégénérer au niveau de la reproduction aussi. Et c'est ce qui se passe. Donc oui aux méchants paysans qui balancent des cochonneries dans les airs, dans la terre et partout, et dans l'eau, oui. Mais oui aussi aux apiculteurs irrespectueux de leurs abeilles, qui les exploitent de manière réduite à l'état d'esclave. Quand j'ai mangé que végétal à un moment donné de ma vie, donc il y a 10 ans, j'avais calculé, c'était un jeu de l'esprit comme un autre, hein, j'avais calculé, si on payait les abeilles au SMIC, qui à l'époque était 8 euros, combien serait revenu le kilo de miel? J'étais tombé entre 60 000 et 80 000 euros le kilo de miel. Bon, voilà. Alors je dis d'accord à celui qui veut consommer du miel de manière naturelle, qu'il aille dans un essaim chercher le miel. Ah, pas de souci. Qu'il aille en haut d'une falaise, qu'il aille en haut d'un arbre, qu'il aille au fond d'un trou, pas de problème. C'est ce que l'humain a toujours fait. Donc voilà. Sinon, là je prévois de mettre des ruches, de faire des endroits avec des ruches, pas pour consommer le miel, pour que les abeilles aient de quoi se reproduire, se nourrir et polliniser. Et c'est plus vers ça qu'on devrait s'orienter plutôt que d'exploiter. Alors après, est-ce que je serais très heureux de vivre en symbiose avec mes abeilles et que de temps en temps je ponctionnerais du miel? J'en sais rien. Je ne vais pas raisonner avec la tête. Je ne vais pas dire quelque chose de théorique que dans la pratique je ne l'ai pas vécu. C'est pas impossible. Alors c'est pour ça que j'ouvre une porte de réflexion, pas qu'à moi, à tout le monde, de dire est-ce qu'il est possible de travailler en symbiose avec les abeilles?
Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas ne pas travailler avec les animaux. Euh, Quand on voit l'équithérapie, hein, quand on voit les chevaux comtois comme il y a chez moi qui ont plaisir à travailler avec l'homme, même pas à travailler, à collaborer, ou j'ai une amie qui est viticultrice qui fait passer ses chevaux dans les rangs pour labourer. Les chevaux sont heureux, bien traités, ils ne sont pas sous le joug de l'homme. Je ne suis pas manichéen sur le fait de... Enfin voilà, avec mon fils, je vais me promener, ou je lui demande de m'aider, je ne laisse... Il n'est pas esclave. Il est heureux d'être en communion. Et bien vous avez beaucoup d'animaux qui sont heureux d'aider les bergers. En tant que chien, vous avez beaucoup d'animaux qui sont heureux de monter la garde parce que naturellement, ils ont cet instinct-là. Et il y a d'autres animaux qui sont heureux d'être travaillés en intelligence naturelle. Je ne dis pas ça pour alléger le fait qu'on puisse exploiter. On peut, il faut aussi laisser, si on aime les animaux, il faut aussi leur laisser le libre arbitre. Après, il y a tout un tas de conditionnements, je ne vais pas rentrer dedans. Mais si on parle de produits de la ruche, on est obligé de se poser de ces questions-là, de mon point de vue, de manière éthique. Et donc le produit de la ruche, oui, d'un point de vue du fait que ça soit antiseptique, cicatrisant, revitalisant, équilibrant au niveau du système immunitaire. Mais encore une fois, tout a un prix, et ce prix-là, c'est forcément le travail des abeilles, très conséquent et dévoué. Donc tous ces compléments que je vous ai donnés là, vous êtes tous capables de les faire ou de les trouver très facilement autour de vous. Donc vous pouvez les fabriquer, mais c'est votre instinct sur ces principes actifs-là qui va vous donner raison ou tort. C'est-à-dire que des fois le kéfir, on va être attiré. Là par exemple cet été, j'ai fait 3 semaines de kéfir, après je ne peux plus le voir. Je ne sais pas ce que vous avez comblé, je m'en moque. En tout cas, j'avais une appétence pour le kéfir. D'autres fois, l'hiver, c'est souvent le kombucha, que je vais faire pendant 2-3 semaines. Il y a des fois, c'est l'ail. Il y a des fois, quelquefois, ça va être les champignons. Voilà, et ben on se laisse. Et puis, on a de la chance d'avoir des principes actifs très forts. Des fois, c'est les jus. Des fois, pendant un mois, je vais me faire un jus tous les jours. Puis des fois, là, ça fait... sur les 6 derniers mois, j'en ai peut-être, je sais pas, fait 10. Je sais pas, c'est très peu. Et donc, c'est comme ça. Les aliments lactofermentés, ça revient. C'est souvent en hiver. Les graines germées, pareil. C'est souvent en hiver quand on manque de nutriments. Donc voilà, j'espère avoir présenté une palette assez large pour que vous allez piocher de manière opportuniste selon vos goûts, vos préférences, les capacités à les faire ou les capacités à vous les produire autour de vous. Ce qui est intéressant dans ces compléments naturels, c'est que vous êtes souvent les propres créateurs. Donc vous êtes votre propre pharmacien, votre propre herboriste. Donc ça c'est génial, on se sent responsable. Et puis on va équilibrer selon ce qu'on ressent. Si par exemple on fait une prise de sang puis qu'on voit qu'on est carencé entre guillemets en telle ou telle chose, on va se dire tiens je vais prendre plutôt les propriétés de tel ou tel élément. Si on sent qu'au niveau de la flore intestinale c'est pas terrible, on va prendre les boissons, les légumes et les jus lactofermentés. Si on sent qu'on a un coup de barre, on va prendre plutôt les algues et puis les jus d'herbe. Voilà, c'est ces choses-là. Qui sont très simples, qui sont peu chères, faciles à faire, disponibles, et qui vont nous éviter d'aller recourir à des compléments alimentaires produits de manière industrielle, sur des plantes, on ne sait pas comment elles ont poussé, quand elles ont été récoltées, comment elles ont été extraites au niveau des principes actifs, dans quelles gélules elles sont encapsulées, etc., etc. Donc ça me semble sécurisant, et surtout c'est pédagogique pour nous-mêmes, puis quand on le fait en famille, c'est quand même sympa, et puis on se sent autonome sur sa santé, ce qui est quand même le but ultime.